je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler des 6 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir professeur, donc dans l'éducation nationale. Aujourd'hui je suis trop contente, je suis en vacances en Turquie, donc voilà, petit cadre idéal pour la vidéo. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que quand j'ai commencé mon métier, du coup ça fait à peu près 1 an que je suis professeur. Il y a eu beaucoup de remises en question, je me suis beaucoup posé de questions, savoir même si je changeais pas de voie. Je pense qu'il est important de faire cette vidéo là parce que j'étais pas au courant de certaines choses et peut-être que si je les avais su avant, ça m'aurait peut-être fait réfléchir. Je pense pas que ça m'aurait fait changer de voie parce que la réalité du métier de professeur, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est très dur, très dur. Et du coup voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Du coup, commençons par ce qui a été le plus difficile pour moi, vraiment que je n'étais absolument pas au courant avant d'être professeur. Et j'ai été au courant en début d'année, donc après mon concours. Il s'agit donc des mutations. À savoir que quand on commence le métier de professeur, en tout cas en art plastique, je veux parler surtout en art plastique, mais cette vidéo voilà, sera valable pour les autres disciplines également. En art plastique, quand on commence, on a donc 14 points. Ça, c'est les points de base. On commence tous avec 14 points, à part si vous avez déjà été, par exemple, contractuel ou si vous êtes pacsé, ou voilà. Mais si vous êtes comme moi, que vous êtes jeune et que vous n'avez rien encore, vous avez 14 points. Avec 14 points en fonction des années, mais c'est souvent les mêmes opportunités, vous avez le droit à 3 académies d'entrée. Donc la première année de stage, là, comme moi, ça sera une année de stage normalement dans votre académie où vous avez eu le concours. Donc moi, c'était l'académie de Montpellier. Mais du coup, vous avez 3 possibilités, donc des choix, pardon. L'académie de Versailles, l'académie de Créteil et l'académie de Mayotte. Donc je me suis renseignée, moi j'avais vraiment envie d'aller dans les dom-toms, donc je m'étais dit que je voulais aller à Mayotte, sauf qu'ensuite on m'a bien renseignée. On m'a dit qu'il pouvait y avoir des viols, des attaques, qu'on pouvait se faire voler régulièrement, etc. J'avais pas envie de vivre dans un climat d'insécurité permanent et de violence également. Donc j'ai rayé Mayotte de ma liste, donc il me restait le choix entre Créteil ou Versailles. J'ai choisi Versailles parce que juste de nom, je connais pas plus que ça. Et j'ai été acceptée à Versailles. Donc pour l'année prochaine, je vais être mutée à Versailles. Le problème, c'est que j'ai toujours vécu dans le sud, que j'ai pas du tout envie de vivre dans le nord, que je connais encore personne. Bon, même si ça va venir, mais ça veut dire qu'il faut quand même recréer tout son cercle d'amis, déménager à l'autre bout de la France, c'est un certain coût. Trouver un appartement quand on n'est pas sur place, c'est aussi très compliqué. Donc pour moi, les mutations, ça a été un petit peu un coup parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'on pouvait plus ou moins choisir, en tout cas avoir une possibilité. Donc en fait, à partir du mois de décembre environ, on vous fait faire une liste sur un site internet des académies dont vous aimeriez être. Donc j'avais mis l'académie de Lille en premier, parce que cette année, elle était à 24 points. Donc, quand on commence son entrée dans l'éducation nationale, on a le droit à 10 points en plus, donc en entrée dans le métier. Donc, ce qui nous fait 24 points. Et donc, j'avais pile les points pour aller à Lille. Donc, j'avais mis Lille en veut 1 en me disant, comme ça, j'aurais pas Créteil, Versailles ou Mayotte et j'aurais au moins une chance sur Lille. Pour moi, dans ma tête, c'était moins pire. Et en fait, j'ai pas été prise à Lille parce qu'il fallait 24 points, et donc j'ai pas eu Lille à 0,1. Donc j'étais vraiment très dégoûtée. Et c'est surtout que j'ai perdu mes 10 points d'entrée dans le métier, donc là je ne les aurais plus. Voilà, et ensuite après j'avais mis clairement toute la France, partout. Mais j'ai quand même eu mon dernier vœu. Je crois que c'était mon 23e vœu, donc Versailles. Il y a eu beaucoup de personnes dans ma classe qui ont eu également Créteil ou Versailles. Je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a eu Lyon. Enfin vraiment, c'était des points exceptionnels. Par exemple, moi, pour revenir sur Montpellier, il me faudrait environ 600 points cette année, ce qui est juste incroyable.
Le problème, c'est qu'en fait, pour pouvoir gagner des points, il faut soit des années d'ancienneté, mais je crois que chaque année on gagne quelque chose comme 20 points. Donc même si je reste 10 ans à Versailles, j'aurai jamais assez de points pour revenir dans le sud. Voilà, je crois que Bordeaux c'était 800 points cette année, donc c'est pour vous dire qu'il y a certaines académies, je sais même pas comment elles sont accessibles. À cela, il y a, on va dire, 2 solutions possibles. Ou 3. La première, c'est de travailler dans des collèges qui sont classés REP, donc jeunes défavorisés, ou REP+, encore plus. Mais il faut rester 5 ans dans le même établissement et survivre 5 ans en REP. Enfin, c'est pas tout le monde qui a envie. Et c'est surtout que je me dis que 5 ans de REP à Évry, par exemple, ça doit être beaucoup plus compliqué que 5 ans de REP en campagne. Et le problème, c'est que par exemple, si on part au bout de 4 ans, on n'a pas les points de REP. Si vous êtes 5 ans en REP, si mes souvenirs sont bons, c'est 80 points. Et si c'est 5 ans de REP+, c'est 150 points. Autant dire que ce n'est rien, parce que même avec ça, on n'a toujours pas la possibilité de retourner là où on a envie. À moins que vous habitiez dans le Nord où personne ne demande sa mutation. Et encore. Donc voilà, c'est juste abominable. Donc première solution. Ensuite, deuxième solution, c'est de se paxer. Donc si on se paxe, en fait la grosse difficulté, c'est qu'il faut que le conjoint travaille. Donc il faut qu'il ait un travail depuis plus de 6 mois. Sauf que tous mes amis étant en études, c'est compliqué de trouver quelqu'un si on n'a pas de partenaire, par exemple. Donc voilà. Et puis également, ça va aussi lier vos impôts. Donc pas tout le monde a envie de se paxer pour payer plus d'impôts. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc si jamais vous avez un conjoint qui travaille dans l'académie où vous voulez vivre ensuite, c'est une grande opportunité. Pour tous les autres, c'est un problème. Ce qui rapporte 340 points la première année. Et chaque année, il y a 190 points de séparation qui vont augmenter. Voilà, le problème, c'est que ça engage sur plusieurs années. Ça engage les impôts et c'est surtout qu'il faut que la personne travaille et reste dans l'académie. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un ami qui est pas sûr de rester là parce qu'il a un peu envie de bouger dans sa vie, ça fonctionne pas. Voilà, ce sont des choses à savoir que je ne savais pas. Et voilà, on se paxe pas du jour au lendemain, c'est quand même un engagement et il n'y a pas tout le monde qui est prêt à ça. C'est quand même assez compliqué. La dernière option pour gagner des points, c'est du coup avoir des enfants. Donc un enfant égale 100 points. Moi j'ai été vraiment choquée de ce genre de classement parce que en fait je trouve ça hyper un peu patriarcal dans le sens où si on n'a pas de mari, pas d'enfant, on peut pas vraiment se débrouiller, on est obligé de rester 10 ans dans le Nord, de subir un peu son lieu de travail. Je trouve que c'est assez dur. Je sais que ça va m'apporter beaucoup, mais en même temps ça va être également très dur pour moi, je pense. Voilà, tout ça. Ensuite, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de devenir professeur, c'est que ça va être vraiment difficile, mais beaucoup plus difficile que ce que je ne pensais. La première chose que j'ai remarqué, cette année j'enseigne en REP, donc j'imagine que ce n'est pas partout pareil et j'espère, mais pour moi en tout cas ce qui m'a vraiment choquée, c'est la misère sociale des élèves et des familles. C'est-à-dire que par exemple, juste acheter un cahier pour certaines familles c'est déjà très très cher. Et voilà, si on se retrouve avec la moitié des élèves qui n'ont pas de cahier, l'autre moitié qui a des cahiers, l'autre moitié de la classe qui n'a pas de trousse, l'autre moitié de la classe qui n'a pas de stylo, les élèves n'ont jamais rien, pas d'agenda. Et je me sens un peu coupable des fois de leur faire acheter des trucs parce que je sais que pour certaines familles, ils ont à peine de quoi manger. Donc j'essaye de les fournir au maximum, mais en fait ce qui a été difficile pour moi, c'est que le social prend une part énorme dans plus que l'éducation. Enfin, ça reste de l'éducation, mais c'était assez dur pour moi de trouver une limite entre professeur et psy pratiquement, parce que certains élèves vivent vraiment dans des situations qui sont à la limite du vivable. Par exemple, il y a un élève qui est arrivé dans l'établissement un mois après la rentrée.
donc dans une nouvelle classe, etc. Il n'avait aucune affaire. Et en fait, il dormait avec sa mère dans un hôtel F1 au bord de l'autoroute. Donc vraiment les choses d'urgence parce que sa mère avait quitté son conjoint pour des violences conjugales. Donc ils se sont retrouvés tous les deux à l'hôtel en urgence. Donc l'élève devait être scolarisé donc, dans ma classe. Et du coup de présenter de grandes violences. Il a frappé un élève devant moi. Et en fait, le truc, c'est que presque une semaine après, la mère l'a retiré de l'établissement et on l'a plus jamais revu et on n'a plus jamais eu de nouvelles et voilà. Et ce sont des choses qui arrivent plutôt régulièrement, enfin, en tout cas dans mon établissement. Et c'est un peu violent parce qu'on a envie d'aider ces élèves-là, on a envie de comprendre certaines fois et des fois on n'a pas de réponse. Certains parents sont très éloignés de la scolarité de leurs enfants, donc par exemple quand on met une observation on n'est pas systématiquement signé, je dirais même jamais signé. Il y a pratiquement aucun suivi au niveau des devoirs, au niveau même des résultats, donc c'est difficile d'avoir un soutien parce que pour certaines familles l'école ça compte pas du tout et du coup voilà, on n'a pas forcément ce soutien-là et des fois c'est un peu difficile parce qu'on a l'impression que ça va que dans un sens. Il y a beaucoup de familles qui ne viennent pas au rendez-vous fixé par l'établissement. Il y a des problèmes qui ne se règlent pas et qui font juste s'entasser. C'est assez difficile. J'ai été vraiment choquée en début d'année par la violence physique et verbale qui est permanente. C'est-à-dire que quand j'allais chercher mes élèves dans la cour en début d'année, il n'y a pas une fois où les élèves ne se sont pas insultés juste à côté de moi, mais vraiment très fortement ou frappés. Par exemple dans ma classe, seulement une fois cette année, mais c'était quand même assez violent pour moi, c'est que je faisais distribuer la fiche d'analyse d'œuvre et une fiche est tombée par terre et l'élève qui était censé distribuer la fiche l'a ramassée et l'a donnée à une élève et l'élève a commencé à dire qu'elle voulait pas la ramasser parce qu'elle était sale et tout, et en 30 secondes les feuilles ont volé partout dans la classe et ils étaient en train de se frapper dessus et s'étrangler et sur le coup j'ai vraiment pas compris ce qui se passait quoi. En 30 secondes ils étaient sur la table presque en train de se défoncer la gueule, donc j'ai pas réfléchi et j'ai foncé dans le tas, j'ai intervenu et je les ai séparés, mais c'est pas des choses qu'on s'attend à vivre. Enfin, c'est pas des choses que je m'attendais à vivre en tout cas, même si je savais que ça pouvait éventuellement arriver. Après, j'ai jamais eu de violence envers moi, heureusement, mais je vois de plus en plus de professeurs qui subissent des violences, qui se font frapper, qui se font insulter. Et je pense pas que ce soit des professeurs victimes. Je pense qu'il y a vraiment un gros souci, j'ai pas envie de dire d'éducation, mais un gros souci de ce qui est possible ou pas en fait dans le cadre scolaire, même dans la vie. Enfin, on frappe pas un adulte, on n'insulte pas un adulte, ni un enfant d'ailleurs, mais quand la vie des élèves est trop difficile, je pense qu'ils ont plus que les mots durs et la violence pour s'exprimer. J'ai souvent l'impression de plus faire la police que d'enseigner. C'est-à-dire qu'il faut toujours demander le silence, toujours demander de lever la main avant de parler, toujours demander d'écrire les devoirs, et tout le temps. Et voilà, ce sont des collisions. Mais c'est vrai que c'est très épuisant et ça demande beaucoup de puiser dans ses ressources. Moi, je me suis vraiment sentie parfois dépassée par tout ce qui se passait. J'ai vraiment pris sur moi et peut-être un peu trop. C'est très très difficile de faire ce métier et en même temps d'arriver à se détacher. Même quand je rentre chez moi, je pense à tel élève qui va se faire frapper, tel élève qui n'a peut-être pas les parents à la maison pour l'aider, cet élève qui sent très mauvais et par exemple je ne sais pas s'il prend des douches ou si ses parents peuvent laver leurs habits. Enfin tout ça et j'essaye quand même d'envoyer des mails pour trouver des solutions avec l'infirmière par exemple. Mais en fait c'est permanent parce qu'on se dit que si les élèves
sont en besoin, par exemple en harcèlement ou quoi que ce soit, il faut absolument réagir. Le problème c'est qu'on a tellement d'élèves qui sont dans le besoin immédiat que ouais, j'ai trouvé ça super dur d'arriver à souffler, à vraiment me détacher du collège parce que il y a des situations qui sont trop graves et trop dures. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant d'être professeur, c'est la gestion du matériel. Donc je vais plutôt parler là en tant que professeur d'art plastique, mais je pense que c'est pareil aussi pour les autres profs. En début d'année, quand j'ai commencé, je n'avais pas de câble pour connecter mon ordinateur au vidéoprojecteur. Donc j'ai dû acheter un câble à peu près 85 € à Apple pour pouvoir me connecter. Ok. Ensuite, par exemple, les Velleda, s'ils marchent pas, on peut pas écrire au tableau, donc il a fallu que j'achète ça. Quand j'enseigne, sur 1 heure de cours, j'ai à peu près 3 élèves qui n'ont pas leur trousse et 7 élèves qui n'ont pas de crayon gris, ou de règles, ou de gomme, ou de compas, ou de... Enfin, peu importe, ils ont rien. Donc s'ils ont un stylo, c'est déjà pas mal. Mais vraiment, les élèves arrivent avec absolument rien en classe. Et en art plastique c'est un peu compliqué parce que dès qu'il faut dessiner, madame j'ai pas ma trousse, madame j'ai pas mon crayon. Au début c'était assez lourd, même les feuilles par exemple. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de vols. Enfin, je pense pas que ce soit intentionnel, mais du coup je peux pas être derrière chaque crayon, chaque règle, chaque gomme, etc. J'ai acheté 9 feutres noirs, donc je dois récupérer à chaque fin d'heure. C'est assez... dur d'y penser à chaque cours parce que quand même quand j'enchaîne 3 cours d'affilée de 55 minutes, des fois j'ai la tête vraiment ailleurs et tout, mais il faut vraiment que je pense à la fin de l'heure à stopper, récupérer mes stylos, les compter, etc. Je fais pas pareil pour les crayons parce que sinon je m'en sortirais pas, mais voilà, le matériel qui va un peu plus cher, je le récupère parce que en début d'année j'avais pas de feutre noir du tout, donc c'est des petites choses, hein, c'est pas extrêmement grave, mais en fait comment voulez-vous enseigner votre matière si vous n'avez pas le matériel nécessaire, et je pense que ça demande beaucoup d'implication de la part du professeur de toujours devoir prévoir en avance tout ce qui pourrait manquer. Donc ce que j'ai fait, c'est que vraiment je me suis fait un stock avec mes affaires personnelles. Je sais que ça demande quand même un coût, mais au moins c'est des choses que je peux garder et je m'assure en fait de pouvoir toujours avoir un temps d'avance, parce que c'est vrai que sinon si on se laisse déborder par les événements, si on n'a aucun crayon, il y a au moins 7 élèves qui vont pas travailler, si on n'a pas de règles, il y en a au moins 3 qui vont pas travailler, etc. Ça dépend du sujet qu'on va faire. La colle c'est pareil, mais voilà, je pense que sans matériel en art plastique c'est juste impossible, et c'était quelque chose d'assez vraiment pénible pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant, histoire de me faire un gros stock en début d'année, et surtout commencer à trouver des stratégies par exemple pour récupérer les stylos, etc. Parce que en début d'année, je savais pas du tout comment faire. Ensuite, la 4e chose que j'aurais aimé savoir, donc c'est que en fait le classement au concours du CAPES ne sert strictement à rien. À partir du moment où vous l'avez, c'est bon. Donc moi j'ai été 39e nationale sur 120, et je pensais que j'aurais des avantages, donc notamment pour les mutations. En fait rien du tout. Et je me suis retrouvée dans un établissement en REP, donc normalement on ne met pas les stagiaires dans les établissements défavorisés, et je me retrouve avec les 4 niveaux de classe, donc de la 6e à la 3e. Et donc ça c'est quand même énormément de charge de travail en plus, parce que quand j'ai eu mon concours en juin, je m'attendais pas en septembre à avoir toutes les heures de tous les niveaux à gérer, plus dans un milieu compliqué. Après, ce que tout le monde m'a dit, c'est que ça allait m'être utile pour la suite, parce que voilà, ça m'aura forgé pour ce qui m'attend à Paris. Mais quand même, voilà, c'est pas cool, je trouve, parce que j'aime pas trop ce principe-là de méritocratie, mais quand même, j'aurais bien aimé avoir un peu de reconnaissance. 5e chose que j'aurais aimé savoir, c'est que c'est un métier vraiment ingrat. Si je peux dire ça comme ça, c'est que déjà en art plastique, les élèves arrivent avec l'idée
que l'art ça sert à rien et que c'est un petit peu la récréation de leur semaine. Je sais que c'est aux professeurs de donner envie, d'impulser les projets, etc. Mais même avec ça, certains élèves, ça reste la récréation. Donc j'ai vraiment réussi à diriger mes classes. Je trouve que c'est totalement ça va, c'est supportable. Il y a quand même un peu de bavardage, mais normalement quoi. Enfin, c'est pas non plus l'anarchie. J'arrive à gérer ma classe, donc je suis quand même contente parce que je me rappelle mes cours au collège. C'était quand même un peu plus la pagaille, on va dire. Et quand j'en parle avec des amis, c'est pareil, ils me disent que les cours d'art plastique pour eux c'était vraiment n'importe quoi, que les gens pouvaient se lever, que les gens pouvaient parler entre eux tout le temps, très fort, que voilà, enfin bref, que ça servait à rien. C'est quand même un peu le cas, c'est-à-dire que certains élèves ne veulent pas du tout travailler et s'en foutent royalement de tes cours, mais que ce soit en art ou en autre. Et c'est-à-dire que c'est un peu difficile parce qu'on a beau faire les meilleurs cours au monde, avec les meilleures incitations, on a beau faire de notre mieux, on n'arrivera jamais à plaire à tout le monde. Et je pense qu'il faut vraiment s'enlever de la tête que le cours parfait existe, celui où tous les élèves travaillent, parce que c'est pas vrai. Et que déjà si plus de la moitié des élèves bossent et sont heureux de faire ce qu'ils font, c'est déjà incroyable. Mais voilà, il y a quand même cette idée que quand on va enseigner, tout va marcher, tous les élèves vont comprendre la consigne, alors que pas du tout. Des fois je passe des minutes et des minutes à expliquer la consigne qui est vraiment simple, mais ultra simple. Et à la fin, certains élèves me disent j'ai pas compris ou j'ai pas écouté, et voilà. Et du coup, des fois c'est un peu décevant parce que tous nos efforts sont pas forcément pris en compte du côté des élèves. Pour moi c'est ingrat aussi dans le sens où il y a des élèves en très grande difficulté scolaire par exemple, ou en situation de handicap. Et en général en art plastique on met les élèves en art, les élèves qui sont en situation de handicap, en pensant que ça va leur faire du bien et que ça va les libérer, un peu comme l'art-thérapie quoi. Sauf que moi par exemple j'ai une classe avec 3 élèves en situation de handicap et j'ai aucune AVS, plus les 23 élèves de la classe. Et c'est vraiment dur à gérer parce que ça peut être de l'autisme, ça peut être plein d'autres choses. Et je trouve qu'on n'est pas surhumain, on peut faire vraiment de notre mieux, mais il y a un moment c'est pas possible. J'ai jamais été formée pour enseigner l'art à des élèves en situation de handicap, donc j'arrive à trouver des solutions. J'ai passé mon BAFA en approfondissement accueil d'enfants en situation de handicap, donc j'ai quand même des ressources, mais certains sujets ne permettent pas toujours une adaptation optimale. J'aimerais pouvoir adapter au maximum, mais quand il s'agit pas d'un seul élève et puis il n'y a pas un seul type de handicap, donc si un élève est, je sais pas moi, malentendant et un autre élève trisomique ou dyslexique, ça ne sera absolument pas le même style d'adaptation, donc ça demande un travail derrière phénoménal. Et je comprends les professeurs qui refusent, qui sont un petit peu vieux jeu en disant moi je fais pas d'adaptation parce que ça prend un temps de fou et que ça marche pas toujours, que l'handicap n'est pas universel, donc voilà, ça peut marcher pour un élève mais pas pour l'autre avec la même pathologie, donc voilà. Et le pire dans tout ça, c'est peut-être qu'on se fait un petit peu cracher dessus à longueur de journée, parce que le nombre de fois où j'ai entendu que professeur c'est facile, qu'on a les vacances, qu'on est payé à rien foutre, c'est juste pas vrai quoi. Là c'est les premières vacances que j'ai cette année. Voilà, je pense que le métier est pas du tout reconnu à sa juste valeur, et c'est un problème parce que pour moi l'éducation c'est vraiment le pilier d'une société, et ça me dégoûte un peu parce que tous nos efforts derrière, toute notre patience, et elle est vraiment réduite en miettes par des gens qui critiquent alors qu'ils n'arriveraient même pas à tenir 2 heures devant une classe. C'est vraiment un métier physique, c'est vraiment comme si on était acteur ou qu'on faisait du théâtre. C'est vraiment
une mise en scène de soi, il faut parler suffisamment fort, il faut reprendre sans cesse, et ouais, c'est très dur physiquement. Enfin, la 6e chose que j'aurais aimé savoir avant d'être professeur, d'avoir un plan B. Peut-être de pas tout miser sur le métier de professeur. Jamais j'aurais pensé dire ça, parce que avant d'avoir mon concours, j'étais persuadée à 10 000 % que j'avais envie de faire ça, que une fois que je serai professeure, je saurais gérer, parce que j'ai beaucoup d'années d'animation derrière moi. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses avec un public de cette tranche d'âge et j'ai jamais eu aucun problème, mais là cette année c'est juste trop. Et du coup je pense à changer, en tout cas pas rester professeur au collège. Donc peut-être passer l'agrégation l'année prochaine ou voilà, évoluer peut-être dans l'éducation artistique. Mais je me dis que je vais pas rester professeur au collège plus de 3 ans environ. Parce que pour moi, voilà, il y a trop d'inconvénients, il y a trop de choses. Et pourtant, j'adorerais faire ce métier dans les bonnes conditions. Et le problème, c'est qu'on les a pas au quotidien. Et voilà, j'aurais aimé savoir ça avant. Je pense que je l'aurais fait quand même. Ça a été super dur en début d'année de penser à ça, parce que je m'en suis beaucoup voulu, d'avoir fait quand même Bac+5, d'avoir eu mon concours du premier coup, pour au final vouloir tout abandonner. Tout le monde m'a dit de rester, de voir l'année prochaine, de me faire encore quelques années d'expérience. Le problème, c'est que j'ai pas envie de souffrir, entre guillemets, parce que des fois j'ai vraiment souffert de ce métier. Ça a été dur, ouais, de me dire que je pouvais faire autre chose, et surtout je ne savais pas quoi faire. Et je sais toujours pas exactement quoi faire d'autre. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi pouvoir prendre du recul et se poser déjà les questions avant. J'avais jamais pensé à ça, parce que pour moi c'était évident que je voulais être professeur d'art. Et voilà, en fait pas tous les jours. En fait c'est surtout que par exemple il y a des gens dans ma classe qui n'ont pas eu le concours encore, donc j'espère qu'ils vont l'avoir cette année. Ça serait vraiment bien pour récompenser leur travail. Mais d'un autre côté, s'ils l'ont pas, je serais peut-être aussi contente pour eux, parce que ça leur donnera l'opportunité de faire autre chose et peut-être moins s'abîmer que moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, malheureusement. Et voilà, donc si jamais vous n'avez pas votre concours, il n'y a aucun problème, c'est peut-être une grande chance. Parce que sortir de l'éducation nationale, c'est juste un enfer. En fait, je pense que c'est ça qui a été très difficile pour moi. C'est que je me sentais vraiment incomprise ou pas écoutée quand je me plaignais, entre guillemets, de ce qui allait pas. J'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir été prise au sérieux ou vraiment écoutée, puisque tout le monde se fait voilà, cette représentation là du professeur qui travaille pas trop et que ça va passer, t'as les vacances et t'as un salaire. Mais je pense que ça fait pas tout, en tout cas pas pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est peut-être un petit peu longue, mais j'avais vraiment envie de la faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir avant. J'espère que ça vous a aidé aussi. Si jamais vous avez des choses à rajouter parce que vous êtes jeune professeur ou alors que vous avez de la bouteille, vous pouvez toujours le dire en commentaire. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait trop plaisir. Et puis du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous fais de très gros bisous. Je vous tiens au courant pour les résultats du CAPES qui arrivent bientôt pour mes collègues. Et je vous souhaite de bonnes chances, surtout de choisir un métier qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez bien. Voilà, dernière phrase. Et puis sur ce, je vais aller un petit peu profiter de mes vacances parce que elles sont pas si longues que ça. Ciao.